Vous écoutez Le Salon dans tes oreilles, une balado-diffusion dans laquelle des auteurs, des autrices et des personnalités discutent de leurs livres et des sujets qui animent l'actualité littéraire. Les enregistrements ont été faits lors du dernier Salon du livre de Montréal. Bon, plongeons. Bienvenue. Bienvenue à une table ronde sur l'humain derrière les dépendances et les différentes manières dont elles peuvent être abordées. D'emblée, je vous encourage vivement à vous procurer les ouvrages de nos invités que j'ai dévorés en quelques jours et on va pouvoir creuser. Alors, je vous explique un peu comment on va procéder parce que ça m'angoissait terriblement au début de faire une conversation à quatre. Alors, pour que ça ait un peu de bon sens, on va faire une présentation. Donc, je vais présenter chaque autrice. Ensuite, on va lancer des questions plus générales. Ce n'est pas un débat, donc vous y allez quand vous avez quelque chose à dire là-dessus. Et moi, je suis un pro. Alors, en complément de discussion, j'ai des questions spécifiques à chacune d'entre vous. Fait que c'est pas mal ça, le plan. Alors, je me lance tout de suite avec Marianne. Bonjour. Marianne qui a publié au printemps Fragments d'Olivier chez Urtubise, une diplômée en psychologie en communication, autrice des séries Tant que ce sera l'été et Mais l'automne est arrivé et du roman à succès Balcon paru en 2004. En gros, son livre, et là, je tiens à dire que je n'ai pas demandé à ChatGPT de résumer vos œuvres, ça vient de mon jus de cerveau. Alors, désolé si j'ai tourné les coins ronds un peu. Mais Marianne, ton livre raconte une relation passionnée, tumultueuse, toxique et romantique, un peu un melting pot de tout ça, entre Camille et Olivier, qui se croisent à différents moments de leur vie et qui retombent chaque fois en amour. En fait, ils ne cessent jamais vraiment de l'être, pour le meilleur et évidemment, on s'en doute, pour le pire. Ces fragments sont des moments figés, statiques, qui surviennent lorsqu'Olivier, surtout, sort de désintox et reprend contact avec Camille ou, par le plus grand des hasards, ou est-ce le destin? Bon. Très bien, très bien. Ensuite, Gabrielle Bouliane-Tremblay, qui remet ça avec La fille de la foudre, publié très stratégie-wise une semaine avant le 12 août au Marchand de feuilles. D'ailleurs, je pense que c'est une nouvelle stratégie avant. Je pense qu'il y a maintenant 2 lancements, 2 saisons littéraires Oui. avec le succès du 12 août maintenant. Là. Ça permet d'avoir plus de visibilité sur différents romans aussi. À full, parce qu'avant, c'était l'obsession de l'automne. On sort à l'automne, et là, il y a toi qui le fait, et il y a aussi Marie-Christine Chartier avec Oasis. Puis je pense que vous étiez pas mal les deux livres qui sortaient au 12. Marie-Christine était en première position, moi en quatrième. Ouais. C'est bon, hein, une quatrième position. Pour quelqu'un qui n'est jamais dans les positions, c'est très bon. 4. Autrice et écrivaine, elle a aussi signé 2 recueils de poésie, joué dans plusieurs courts-métrages et un long qui lui a valu une nomination comme meilleure actrice dans un second rôle au prix canadien, écran canadien, en 2016. Mais c'est surtout la sortie en 2021 du récit autobiographique La fille d'elle-même qui l'a fait surtout connaître, racontant les premiers pas d'un enfant dans la transidentité dans un Québec qui était loin d'être rendu là. Aparté, Gabriel, pour dire que le 20 novembre, donc il y a 2 jours, c'était le jour du souvenir trans qui vise à commémorer les personnes trans disparues à cause de l'intolérance ambiance. Donc, les combats sont loin d'être terminés. Merci de le souligner, merci. Ça se sent beaucoup dans ton récit aussi. Avec La fille de la foudre, elle aborde notamment la vie avec un trouble de personnalité limite en s'attardant sur des dépendances à l'âge adulte jusqu'à la sortie de La fille d'elle-même. Dans le fond, que le livre, le récit culmine jusqu'à la sortie du premier roman. Et enfin, Élise André Héroux avec son Bébête à sucre en librairie depuis avril, publié chez Édito. Élise a aussi signé 4 romans, dont vous avez probablement entendu parler de 4 Clémentines éparpillées, qui a obtenu un gros succès en 2023. 1 million de ventes, je pense que... 1,4 million. OK. Plus 2 bio, Main Paiement, Pauline Marois. Avec Bébête à sucre, elle explore avec bienveillance plusieurs dépendances qui s'entremêlent à travers l'histoire de Julie Romain, qui quitte un emploi dans un café pour aller travailler dans un centre de réhabilitation en région. On aborde les dépendances à l'alcool, affectives, la toxicomanie et bien sûr au sucre un peu, mais on l'effleure. En plus de s'attacher à la petite constellation de personnages qui gravitent autour du café de Gaston. Ceci étant dit, là, vous les connaissez maintenant. Je réitère que c'est 3 excellents livres. Habituellement, puis je ne dis pas ça pour être têteux. Ça me prend du temps à lire. Puis j'ai clenché ça en une semaine. Alors, question pour vous. Pour ouvrir le débat, je reviens un peu avec le thème de notre conférence.
Est-ce que, selon vous, on aborde mieux ou on humanise davantage la manière de parler de nos dépendances en passant par la littérature? Bien, je peux commencer. Je pense pas, moi, comme autrice ou comme personne, que je me serais risquée à aller écrire ça de l'intérieur comme je l'ai fait, parce que même si c'est pas mon histoire, c'est une fiction qui est écrite au jeu. Donc, tu te mets dans la peau du personnage et tout ça. J'aurais pas risqué d'aller aborder les dépendances si j'avais pas eu un point de vue à moi à proposer. On peut le faire, évidemment. Là, écrire, c'est aussi inventer et explorer des vies qui sont pas les nôtres, et on peut faire de la recherche, on peut construire quelque chose. Je pense que ça, c'est peut-être pas que c'est mieux fait, c'est fait avec... ça implique une vulnérabilité d'aller dire, moi, je vais prendre ma vision, mon vécu avec la dépendance, je vais le donner à mon personnage. Puis ce qui est vulnérable, moi, ce que j'ai appris dans mon parcours de sobriété, c'est que ce qui est vulnérable, c'est souvent très, très payant aussi. Et on n'a pas peur de heurter, parce qu'on peut toujours se rabattre sur, moi, j'ai vécu ça, mais toi, tu as peut-être vécu autre chose. Donc, il n'y a pas de combat là, il n'y a pas d'affrontement possible vraiment, il y a juste un partage de vécu, on va dire. Fait que moi, je pense que c'est à la fois plus sécuritaire et plus honnête que de le faire à partir de notre propre expérience. Cela dit, j'aurais pu aussi mettre en scène des dépendances qui n'ont rien à voir avec ce que moi j'ai vécu, me sentir aussi confortable d'inventer. Mais d'avoir un petit peu goûté à ça dans nos vies, je pense que il y a une plus-value dans le produit final, ouais. Quand je pense à l'autofiction de mon côté avec La fille de la foudre, je pense que j'aurais pas fait un livre aussi avec un grand impact si j'avais pas vécu les dépendances auxquelles je parle. C'est-à-dire, là, je vais fêter dans 3 jours 4 ans de sobriété d'alcool. Merci. Félicitations. Bravo. Puis, je suis vraiment allée creuser très, très profondément dans des zones d'ombre pour ce qui est de l'alcoolisme. Et ça m'a pris du temps avant de l'avouer à moi-même, mais aussi publiquement, de parler que oui, j'avais un problème avec l'alcool. Mais pour moi, écrire, c'est... Oui, on humanise à quelque part. Puis quand on écrit, on choisit la vie. Quand on écrit, on choisit l'optimisme. Puis c'est un refus de sombrer dans le cynisme de ce qui nous est arrivé. Et c'est de choisir l'optimisme malgré les choses horribles qui nous sont arrivées, puis d'être dans la transmission pour essayer d'éveiller l'empathie aussi. Avant de passer à toi, Marianne, je fais du pouce sur ce que tu dis. Gabriel, en entrevue à la presse, tu disais récemment que ce roman-là, d'ailleurs, tu voulais pas l'écrire, tu devais l'écrire. Peux-tu expliquer c'est quoi Oui. la nuance? En fait, il n'y avait pas de suite prévue pour La fille d'elle-même, mais c'est vraiment quand je me suis dit, finalement, La fille d'elle-même, son parcours trans, je ne l'ai pas tant abordé. On est plus dans l'arrivée à soi. Dans le deuxième, il y avait encore beaucoup de choses à explorer, mais c'était vraiment que intérieurement, je me bloquais. Je ne voulais pas aborder certaines dynamiques comme la dépendance affective. C'est quand même quelque chose... C'est la mère. Moi, j'entends beaucoup, c'est la mère de toutes les dépendances. C'est parce ça. que part du premier attachement aux parents. Absolument. Ouais. Donc, Ça se retrouve beaucoup dans ton œuvre aussi. Oui, quand même. Hein? Oui. Ouais. Donc, c'est vraiment essayer de... Je pense que quand on lit un livre aussi, on est une différente personne avant ou après. C'est transformateur. Vraiment. Mais dans le cas de Fragment d'Olivier, c'est pas la perspective d'une personne dépendante, c'est la perspective de Camille qui est en relation avec quelqu'un qui souffre de problèmes de dépendance. Puis là, je trouve que c'est une dynamique qui, dans la fiction, était peu, je trouve, humanisée. C'est comme si on dépeignait toujours la relation de la sauveuse avec la personne problématique, qui est un cliché qui m'agace particulièrement parce que c'est comme si c'était une façon de toujours dire que les femmes, c'était ça qu'elles cherchaient dans une relation avec une personne qui a une personnalité dépendante, c'était de le changer. Alors que, et aussi, ça montrait que la personne qui a des problèmes de dépendance est toujours un peu le méchant, la raison de pourquoi la relation est toxique. Alors que moi, j'ai été proche intimement de beaucoup de gens qui ont des problèmes de dépendance. Et moi, j'ai surtout vu le beau de ces gens-là, le côté tellement sensible, lucide, brillant, qui fait en sorte que c'est pas parce que le comportement de consommation il est autodestructeur que ça fait que c'est des personnes qui sont nécessairement autodestructrices envers les autres. Puis, je trouve qu'on le voyait pas beaucoup dans la fiction et dans ce livre-là, je pense que ça nous permet d'entrer en relation avec vraiment le beau puis de s'attacher à lui, à ne pas seulement le condamner, à comprendre aussi une relation amoureuse où il n'y a pas une dynamique de pouvoir l'un sur l'autre, puis le côté
qu'on peut dire un peu toxique, n'est pas la faute de la personne dépendante, est aussi la faute de Camille qui n'accepte pas de prendre Olivier tel qu'il est. J'ai trouvé, bon, je fais une distinction, je trouve que Gabriel, j'ai d'autres questions. Je pense qu'il y a un engagement plus militant dans ton ouvrage, tandis qu'Élise, Marianne, je trouvais on sortait carrément du jugement à un niveau même confrontant pour le lecteur. Mais si je Et pouvais faire un petit bout sur ça, j'aime ça que tu dises ça parce que l'idée du cliché du dépendant, de l'addict, c'est terriblement dommageable pour les personnes qui vivent ces problématiques-là. Et on m'a souligné en séance de signature, il y a un monsieur qui est venu hier m'en parler de bébé à sucre et qui me dit on apprend très tard dans les. Bon, là, tout le monde le sait, le punch est un peu brûlé, mais on apprend assez tard dans le roman que Julie a vécu un épisode d'alcoolisme. Et c'était mon désir, moi, de présenter cette fille-là, qu'on la rencontre avant de savoir ça. Ouais. Parce que mon expérience de personne sobre, c'est que les gens me regardent et disent mais pas toi, ça se peut pas. Ouais. Et alors que, bien sûr que ça se peut, toutes sortes de gens peuvent porter ça dans leur parcours. Je l'ai fait aussi dans Fragment d'Olivier en donnant accès à Olivier à partir de l'âge de 8 ans pour qu'on voit que c'est pas juste comme une fille qui a connu le gars avec ses problèmes de dépendance. Elle le connaît depuis l'enfance, puis c'est comme si, à cause de ça, elle ne le réduit pas à un problème de dépendance. Elle sait qu'il est plus que ça, puis elle sait tout le bagage en arrière qui fait que ça fait partie de lui, mais ce n'est pas lui. Exact. Élise, dans ton livre, tu dis avec le temps, je me suis calmé, je ne jugerai jamais un buveur, si jamais, je ne dirai jamais à personne comment vivre, je côtoie des buveurs sans pulsion de les évangéliser, va en paix, fais tes choix. Et Marianne, je trouve aussi que tu abordes, écoute, l'infidélité, ça demeure en 2025 un tabou. Et spontanément, il y a une relation qui est toxique avec une des personnes, mais complètement passionnée et saine avec Étienne, que ton pif de lecteur, c'est de dire, ben oui, va avec le good guy. Ouais. Mais tu as dû vous exposer à des critiques aussi de pas banaliser, mais de nuancer des dépendances. Oui, parce que je pense que la fiction, ça sert pas juste à faire la morale et ça sert aussi à montrer les travers de l'humain. Et je trouve que c'est les livres souvent qui abordent une relation comme celle-là, où il y a quelqu'un qui doit peut-être se défaire de la relation avec quelqu'un qui est un peu plus toxique, là, comme on l'utilise peut-être un peu trop à toutes les sauces des fois, mais une relation qui n'est pas nécessairement saine. On utilise beaucoup ces histoires-là pour en créer des fins réparatrices. Puis je trouve que c'est pas nécessairement ça, l'humain. Non. Puis justement, c'est sûr que c'est confrontant parce que c'est des personnages qui font pas nécessairement les bons choix. Mais quand on traîne justement une relation comme celle-là pendant plus de 20 ans, c'est rare qu'il n'y a que des choix sensés et raisonnables autour de ça. Gabriel, je trouve que le monde va pas très bien et donc je trouvais ton approche plus lucide envers ce qui se passe. Je cite une entrevue que tu as accordée. Alors que la publication de La fille d'elle-même semblait accompagner une période d'ouverture face aux personnes trans, La fille de la foudre paraît un moment où il me semble que le climat socio-politique fait craindre le pire à tes yeux. Est-ce que tu peux développer un peu là-dessus? Ton livre arrive dans un drôle de contexte avec ce qui se passe au sud de la frontière et probablement autour de chez nous ici. Oui, en fait, on est dans un climat très anxiogène. Je pense que depuis 2-3 ans, on sent dans les communautés une espèce de détresse. Quand j'écris, c'est pour ne pas mourir, c'est pour continuer de vivre. Pour moi, c'est des bouées de sauvetage, la littérature et l'écriture, mais surtout, ce que je voulais faire avec La fille de la foudre, c'est oui, parler de transidentité, mais aussi parler qu'on est d'autres choses que juste être trans. On est multiple, on est multidimensionnel. Et dans La fille de la foudre, il y a aussi dans le premier, on répondait plus à la question qui es-tu? Et dans le deuxième, comment es-tu? Donc, maintenant que tu sais qui tu es et les cartes que tu as dans tes mains, comment tu vas les jouer? Puis évidemment, comment faire quand on est souvent peut-être sa pire ennemie aussi? D'ailleurs, j'ai une citation de toi qui va exactement dans ce sens-là. Tu dis, je dis à la psy que je n'ai pas eu peur du noir quand la poule de la lampe que j'allume avant de me coucher à brûler. Finalement, c'est peut-être moi le monstre sous le lit, puisque j'ai encore des blessures qui ne guérissent pas. C'est très bien écrit, une fois de plus. Voilà. Bon. Est-ce que j'ai une question, on revient à une question générale.
Devient-on automatiquement, selon vous, ambassadrice d'une dépendance si on se prononce dessus? Est-ce qu'on se peinture un peu? Est-ce qu'il y a un risque de se peinturer dans le coin et de porter une cause Moi, je ensuite? dis non. J'y ai pensé, par exemple, parce que c'est sûr qu'il faut être prêt à ça. Je pense que ça peut virer d'un bord comme de l'autre. Les gens peuvent nous coller dans ces sujets-là ou pas. Ça dépend de beaucoup de facteurs. Moi, j'étais prête, mais je n'avais pas envie de ça forcément. Mais je me disais, une fois que j'ai sorti ça et que j'assume aussi le fait que mon histoire s'est prêtée un peu à ce qui arrive à Julie, il faut que tu sois prêt aussi à répondre aux questions et à offrir, en fait, une réponse aux gens qui vont avoir envie de prolonger le sujet, ce qui est tout à fait correct. Mais moi, devenir porte-parole de la Maison Jean Lapointe, ça ne me tente pas. Et je ne pense pas que je serais bonne parce que je ne suis pas intervenante en dépendance. Mais cela dit, c'est pas ça qui est arrivé. Pour moi, ça a fait même l'effet un peu inverse parce que moi, ce livre-là, c'était un coming out pour moi. Il y a quelques personnes autour de moi qui savaient que j'étais dans une démarche de sobriété. J'aurai 5 ans de sobriété ce mois de décembre. Très contente de voir ma belle chip de 5 ans. Mais mon entourage de travail et tout ça, les gens que je côtoie d'un peu plus loin ne savaient pas ça. Et une des raisons que je donne à la blague pour avoir fait ce coming out, c'est j'en peux plus de recevoir des bouteilles de vin en cadeau. Parce que l'Élise d'avant, c'est ça que tu lui donnes en cadeau. Mais maintenant, l'Élise de maintenant, il faut qu'elle dise non merci, puis rapporte-la chez toi, s'il te plaît. Bon. Donc, à ce moment-là, quand je devais dire à chaque personne individuellement, je bois plus, là, j'en avais des questions. Là, on me collait à la problématique. Mais maintenant que j'ai fait ce coming out, les gens one-on-one vont venir m'en parler, puis c'est tout à fait correct, je les accueille. Mais at large, excusez-moi de parler en anglais, on a envie de lire mon autre livre, puis ça s'est inscrit dans une espèce de série de romans qui ont des thèmes différents. On dirait que ça m'a plutôt même libérée de ce sujet-là au lieu de me peinturer dedans, justement. J'ajouterais qu'en entrevue, tu as dit l'alcool fait une partie de notre culture. On célèbre les événements importants en prenant un verre, en ouvrant une bouteille, on trinque, c'est festif. L'alcool, c'est la solution à la timidité, au chagrin. C'est vrai qu'on baigne dans une société où, tu sais, à la télé, tout ça. Peut-être, est-ce que vous pensez que dans 50 ans, on va regarder les shows de télé avec l'alcool puis on va se dire la même affaire qu'on voit des René Lévesque? Exact. Il y a un trigger warning sur la cigarette maintenant. Il y a 30 ans, c'était normal de fumer au dépanneur, là. Moi, j'espère, puis c'est pas parce que je suis anti-alcool et que je pense que tous les buveurs sont des causes perdues ou doivent être sauvés. Chacun fait ses choix. Je suis très honnête quand je dis que je respecte les choix de tout le monde. Puis j'ai zéro problème avec quelqu'un qui boit dans ma face. Mais je pense que la mentalité est en train de changer. Puis on verra. Quand j'ai écrit le livre, en fait, le moteur, tu sais, tantôt, tu me parlais de pourquoi la fille de la foudre. C'est que quand j'étais en thérapie, j'ai fait 2 ans de thérapie, une séance par semaine pendant 2 ans. C'est énorme, c'est comme 90 séances. Et j'aimerais être plus assidue au gym, comme je l'ai été avec la psy, mais il y avait des filles qui fumaient une cigarette à l'entrée de l'hôpital, puis elle disait, mais qu'est-ce que t'as, toi, qu'est-ce que tu viens faire ici? Puis j'ai dit, ben, j'ai un trouble de personnalité limite. Puis elle a dit, ben, voyons donc, ça paraît pas. C'est pour ça que j'ai écrit La fille de la foudre, parce que tout ce qu'on voit pas, c'est important aussi de le nommer. Tu sais, quand on voit quelqu'un, on voit juste 10% de ce qu'il est, parce que le reste, c'est tout son vécu en arrière de lui, tous ses combats intérieurs. Donc, pour moi, c'est ça qui est important, c'est la résilience. Puis, j'ai toujours en tête cette femme-là qui m'a dit ça quand je parle de La fille de la foudre, parce que des récits de troubles de personnalité limite, il n'y en a pas beaucoup. On a Marie-Cécile Labrèche avec Borderline, mais... Où on voit une parentalité Oui. qui trouve dans l'ouvrage. Je ne sais pas si c'était voulu ou mais... Mais la représentation, c'est important. C'est-à-dire, moi, Marie-Cécile, le film, l'adaptation cinématographique, c'est ça qui m'a réveillée, qui me dit, oh my God, OK, j'ai peut-être quelque chose, moi aussi, à l'investiguer là-dedans, tu sais. Puis, il y avait le film aussi avec Winona Ryder, In Cars with Boys, Au volant avec les gars. Oui, Riding in Cars with Boys, que justement, ça parle du trouble borderline aussi. Donc, plus on fait de la recherche là-dessus, plus on se rend compte aussi que c'est stigmatisant, le trouble de personnalité limite, juste l'appellation. Fait que là, ça va changer probablement. J'ai fait des conférences avec des gens sur des professionnels de la santé qui parlent peut-être plus de dysrégulation émotionnelle, un trouble de la dysrégulation émotionnelle qui serait moins stigmatisant, je pense, que de dire que toute ta personnalité, là, c'est un problème. Parce que personnalité limite, là, c'est pas clair comme appellation. On peut l'insérer. Ça flirte entre la névrose et la psychose. Oui, c'est ça, c'est limite entre 2 troubles. Mais quand tu l'entends la première fois, moi, je me souviens de ma première fois d'avoir entendu ça, puis c'était à mon sujet.
J'étais j'étais un peu perplexe. Je ne savais pas ce que ça voulait dire. Moins Concrètement. connu, Gabrielle, tu es une des premières à le défricher parce que l'alcool, le tabou de l'alcool, sans le banaliser, je pense qu'il commence à avoir une espèce d'éveil. Tu sais, quelqu'un qui est sobre aujourd'hui se fait peut-être moins achaler Mais ça fait pas longtemps qu'on commence à être moins achalé, non? Vraiment. Oui. Moi, j'en sors. Mais je pense aussi, ça, c'est mon petit travail à moi, mais me faire achaler ou avoir peur de me faire achaler par, mettons, si je vais dans un party, ou le jugement, ou les gens qui insistent parce que l'alcool, c'est la drogue que faut que tu t'expliques quand t'en prends pas, là. Au contraire de toutes les autres drogues. Mais ça venait aussi de mes insécurités à moi au début parce que j'étais pas capable de l'assumer que je buvais pas. Fait que j'avais peur d'être tentée. Il y a plein de choses qui m'inquiétaient dans les situations sociales. Maintenant, je suis complètement confortable dans la position que j'ai choisie. Fait que même si quelqu'un me gosse 3 fois avec un verre d'alcool dans ma face, ça me dérange pas. Je vais dire non merci, tout est beau. Mais avant, c'était immense pour moi d'être justement confrontée par des gens qui boivent puis qui n'ont pas envie d'entendre ma sobriété, qui ont peur que je les évangélise puis que je sois la gossante qui casse le party ou qui donne des leçons. Fait que ça, c'était très présent dans ma tête avant, mais ça s'est apaisé quand moi, je suis devenue confortable avec ça, tu sais. Marianne, sur cette notion d'ambassadrice-là, tu es obligée de défendre les idées qui sont poussées dans le livre? En fait, c'est que mon souci avec ce livre-là, c'était justement d'ouvrir la porte à des nuances. Fait que c'était pas non plus de représenter une seule façon d'être dépendant, de voir que, tu sais, on peut finalement être dépendant, mais il y a autant de personnalités addictives qu'il y a de personnes dépendantes, je pense. Puis, c'est sûr que j'ai eu beaucoup de messages de gens qui m'ont dit, on dirait que tu as écrit mon histoire. Puis on a plus assumé pour ce livre-là que j'avais écrit quelque chose que j'avais moi-même vécu. Mais alors que j'aime bien amener le fait de, à travers la fiction, justement, c'est pas parce qu'on l'a pas vécu nous-mêmes qu'on n'est pas profondément touché par quelque chose, puis que même si c'est pas à travers le personnage principal, on peut dépeindre ça. Puis je pense que justement d'amener ce côté-là très sensible où il y a des gens qui se permettaient pas d'en parler, qui étaient en relation avec des gens qui ont ces problèmes-là parce qu'on les juge rapidement. J'ai trouvé ça très courageux et très honnête aussi parce que souvent, quand on parle d'infidélité, tout s'écroule alors que là, tu es capable de bricoler une histoire plutôt positive en lien avec ça. Donc, quelqu'un qui est capable... C'est vrai qu'on progresse dans plusieurs sphères dans la société, mais pour la fidélité, on est quand même assez... Oui, je pense que c'est un sujet plus délicat Bizarrement, là-dessus. Puis tu sais, c'est ça, c'est pas de faire un livre qui dit parce que justement, un livre, c'est pas un objet promotionnel, c'est pas un objet éducatif nécessairement. Donc, c'est pas un livre qui dit l'infidélité, c'est correct, mais c'est qui montre jusqu'où va cette relation-là. La dynamique est très, très particulière entre les deux personnages. Puis d'arriver aussi à ressentir presque du réconfort quand les deux personnages se retrouvent, même quand on sait qu'ils sont en train tous les deux d'être infidèles. C'est quelque chose d'intéressant aussi pour une autrice parce que c'est pas des choix que moi je ferais, mais dépeindre une réalité où des personnages font des choix loin des miens. C'est quelque chose d'intéressant. Puis aussi, justement, ça montre les travers de l'humain. Puis c'est probablement pas les seuls dans ce livre-là à avoir vécu des situations comme ça. Dites-moi, comment vos œuvres se traduisent à vos kiosques? Là, vous êtes au Salon du Livre, là, vous signez tantôt, vous recevez des gens. C'est pas votre premier rodéo non plus. Est-ce que, j'imagine, il y a des gens que vous êtes un safe space pour des histoires, des témoignages, tout ça. Est-ce que vous absorbez bien ça? Est-ce que c'est des grosses journées puis vous vous dites, OK, aujourd'hui, ça vous demande tout votre jus? Comment vous le vivez de recevoir tout ça? Moi, je pense que le plus grand prix que je peux avoir, c'est littéralement les confidences des gens qui disent que le livre change leur vie, les aide à mieux se comprendre. Et vraiment, comme je parle de la fille d'elle-même, mais Salon du livre de Montréal en 2022, 2021, il y avait un père de famille, par exemple, qui me dit, moi, j'ai acheté ton livre pour mieux comprendre ma fille. Wow. Et ça, pour moi, ça vaut tous les prix du monde. Une grand-mère sa petite fille était trans, puis elle l'a acheté pour sa petite fille, qui avait comme 16 ans à peu près, mais qui commençait sa transition. Et ça fait juste du bien d'avoir des représentations de plus en plus. Puis je pense que la littérature sauve des vies. Puis moi, j'en suis témoin. Ça m'a sauvé la vie, premièrement. Mais deuxièmement, j'ai des témoignages qui me disent de gens qui ça leur aide à garder l'optimisme, par exemple. Littéralement, dans ton cas, je pense que tu t'es ouvert. C'est pas moi qui brûle, mais tu as déjà eu des bouts rough où tu avais carrément perdu le goût de vivre. Oui, alors voilà, c'est juste l'optimisme le plus. Ça, j'aimerais, quand tu parles de recevoir, c'est vrai que c'est une charge quand on n'est pas formé aussi pour ça, quand on n'est pas une intervenante ou
c'est difficile. Moi, je suis la fille d'une travailleuse sociale. J'ai vu ma mère absorber beaucoup, beaucoup de misère humaine et de détresse. Et je me suis toujours sentie un peu très, très protectrice de ma bulle. Puis même si j'aime beaucoup les gens, j'ai longtemps été très, très craintive de l'envahissement. Et là, je le sais que mon livre appelle des confidences difficiles. Ça arrive pas tant encore, mais oui, quelquefois, j'ai un petit courriel. Ah, ça va avec mes réflexions. On me raconte un peu. Bon, c'est des choses très délicates. Il y a beaucoup de honte là-dedans et tout ça. Et je me suis aperçue que le fait que moi, j'avais traversé ces démarches-là de dépendance et que ça va aussi, l'autorégulation émotionnelle, ça va aussi avec mettre des limites saines. Ce qu'on est souvent pas capable de faire quand on se pète la face continuellement, parce qu'on n'a pas le temps d'apprendre, on est trop occupé à aller acheter du vin. Donc, maintenant, je pense que je peux accueillir ça sans que justement ça me draine, sans me sentir éparpillée, on va dire, ou me sentir dilapidée, puis de revenir chez nous à quatre pattes parce que là, les gens m'ont confié des choses et je les prends sur moi. Il y a une espèce de mesure un peu plus équilibrée, plus normale que je suis capable de faire maintenant. Il y a 5 ans, non. Il y a 5 ans, j'aurais été mauvaise dans ce rôle-là. Là, ma démarche m'a permis ça, je pense. Et c'est la même chose pour moi. Après mon premier roman, je pense que j'accueillais tout, puis même que je laissais une porte ouverte à ce que les conversations continuent, tu sais, que ce soit pas juste comme Hey, by the way, j'ai vraiment aimé ton livre pour ces raisons-ci. On dirait que je répondais et je laissais la porte pour qu'il m'en donne encore. Oui. C'est presque. Puis, plus que tous mes livres, tu sais, le premier parlait de deuil, j'ai parlé de troubles alimentaires, beaucoup de choses qui ont fait que des gens m'ont dit, mon Dieu, je me suis reconnue, ça m'a permis de faire la paix. Puis, c'est tellement beau. Puis, je pense que c'est pour ça qu'on écrit. On veut que ça change quelque chose chez quelqu'un. On veut que ce soit des histoires qui restent. Mais au Salon du livre, par contre, moi, j'ai l'impression que je suis là pour ça. Donc, je suis complètement dédiée à recevoir ces messages-là. Mais c'est plus dans le quotidien, des fois, que là, dans ma vie, quand c'est mon premier message en me réveillant le matin, il faut un peu que je me dise « Wow, ça peut pas être la première chose que je fais, répondre à quelqu'un quand je suis à moitié réveillée qui me parle de ses traumatismes et tout. » là. C'est vrai. Comment vous vous protégez? C'est intéressant. Ben, il y a une façon de répondre qui est avant tout « merci » et non parle-moi-en de plus. Ouais. C'est ça, puis qui est totalement sincère. Merci, bloc. Ah, pas- Pouce en l'air. Non, mais qui est une façon de, tu sais, merci. Puis en plus, moi, je vais toujours le dire, on ne s'habitue pas là, à recevoir des témoignages comme ça qui disent que nos œuvres ont résonné dans leur vie personnelle. Donc, c'est pas vraiment pas d'en être lassé. C'est vraiment juste de garder une part de, ben, je n'ai pas l'espace émotionnel pour autant de gens qui sont malheureusement des inconnus. Ben, une distance, en fait, raisonnable. Puis c'est vrai ce que tu dis de se repositionner dans moi, j'ai écrit un livre, je suis une écrivaine, je suis une personne un petit peu publique parce que tu peux me joindre. Puis ça me fait plaisir d'avoir ta rétroaction, mais pas justement, comme je disais, appelle-moi chez nous ou on se rencontre pour un café. On peut pas gérer ça. Et même, je le dirais que dans mon apprentissage de ces limites-là, j'ai même été comme ça avec des personnes de mon entourage qui voulaient me parler en sachant que j'avais arrêté de consommer, qui voulaient me parler de hey, moi, j'ai un problème, par exemple, puis je peux-tu t'en parler? Et je dis oui, parce que je veux aider, donner ce que moi j'ai, mais je mets toujours la ligne je ne serai pas capable de te prendre en charge. Ça se peut pas que ça soit moi parce que je ferai pas une bonne job. Mais chaque fois que tu veux m'en parler, ça me fait plaisir. Appelle-moi pas tout le monde, mais mes amis proches peuvent m'appeler et m'en parler, puis je vais être disponible pour eux, mais il faut que je mette une ligne parce que ma compétence, c'est pas ça. Puis ça serait pas bon ni pour moi ni pour la personne que je m'avance à dire hey, ah ouais, viens-t'en, on va te faire une thérapie maison. Ça serait très malhonnête de faire ça et dangereux. C'est aussi de rappeler que j'ai fait mon travail d'autrice, mais ce n'est pas moi dans le livre. Fait que ça aussi, des fois, c'est que les gens ont l'impression qu'ils ont une connaissance de moi puis de mon histoire à travers une fiction. Donc, il y a quelque chose de dire, oui, ça me touche vraiment que ça rejoigne des gens intimement comme ça, mais ça reste quand même que ce n'est pas moi-même. C'est intéressant. C'est vrai qu'il y a une distinction entre ton œuvre et les vôtres, qu'on sent un peu plus votre Fiction, moi, votre présent. pas moi. Toi aussi, tu es dans l'autofiction. OK. Fiction. Ben, je peux pas juste avoir des questions pertinentes. Là. Maintenant, Élie, quand même, je trouvais ça intéressant, une distinction sur le bébé à sucre. Tu sais, c'est un trait de personnalité. Tu peux-tu expliquer dans tes mots? C'est pas juste, on a dans la tête la personne qui mange capote, constamment le gâteau. Hein. Oui, mais c'est pas ça. Tu sais, c'est... La bébête à sucre, ben, c'est ce que je soulève dans ce roman-là, parce que c'est comme ça que je l'utilise, cette expression-là. Parce que oui, ça peut être la personne qui a le radar pour les muffins, là, ou qui va toujours manger du sucré à tout moment pour s'apaiser, pour se faire du bien. Mais je vois un parallèle très, 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 une grande parentalité entre cette expression-là et ce qu'on vit comme addict. Parce que c'est ça, c'est ta substance préférée qui te contrôle.
qui a la maîtrise de ta vie. Tout est orienté. Puis Julie dit, puis ça, c'est une des choses de ma propre vie que j'ai donnée à Julie, c'est qu'elle est soit en train de se remettre de boire, se demander quand est-ce qu'on va boire ou boire. Ça, c'est ses 3 activités. Le reste de ses activités quotidiennes, c'est faufiler autour de ça. Quand on est une bébête à sucre, c'est peut-être pas autant tous les jours. Ben, des fois, oui, je pense. Mais c'est le même principe. Donc, c'était ma façon. Je pense que ça, il y a un peu de ma peur de ce coming out-là que je faisais. Je voulais, comme on dit en anglais, sugar-coater la patente. Je voulais mettre une petite couche de sucré pour dire, regarde, je vais te parler d'affaires vraiment graves, mais ça va être super le fun. Je voulais mettre un rose bonbon autour de ça. Puis en même temps, c'est pas si rose bonbon quand on le lit, parce qu'une personne qui est aux prises avec une dépendance au sucre, elle n'est pas plus heureuse, elle est peut-être moins pauvre là, qu'une personne qui boit tout le temps ou qui fait de la cocaïne, mais elle n'est pas mieux parce que c'est pas elle qui a la maîtrise de sa vie. Il y a des conséquences sur la santé, il y a des conséquences sur le comportement. J'en ai vu quand moi, je faisais ma pâtissière amateur pendant la pandémie puis que je mettais des photos de 14 gâteaux par semaine sur Facebook. J'en ai eu autour de moi des Hey, c'est quand? C'est quand? C'est quand? Les gens m'envoyaient de l'argent, poste-moi des biscuits. C'était fou, là. Là, tu fais, attends un peu. Moi, je voyais mon alcoolique là-dedans. Je me disais, moi, je suis comme ça avec la SAQ. Eux autres sont comme ça avec mes biscuits. Donc, c'est pour ça que j'ai été chercher ce parallèle-là. Et la bébête à sucre, en fait, dans l'explication que j'en donne, personnifie cette version-là de nous qui se couche dans nos plis une fois qu'on l'a guéri, ou en tout cas une fois qu'on apprend à mieux la gérer, mais qui reste toujours là. Puis c'est ça qu'il faut pas. Je pense que c'est à ça que tu fais référence, Oui. le passage-là. Ne pas oublier qu'elle est là. Elle a été aux commandes de notre vie. Maintenant, on a appris à l'apaiser, à la guérir un petit peu, mais il ne faut pas oublier qu'elle peut se réveiller puis partir à brailler à tout moment. Fait qu'il faut juste en prendre soin, la garder endormie, mais elle va toujours être là. C'est la bébite qu'on apporte avec nous. Je peux te faire juste du pouce sur ce que tu dis? Dans mon livre, elle est dépendante affective, puis il y a une expression, elle appelle ça le sucre relationnel. C'est-à-dire qu'elle a besoin des hommes pour se sentir vue, validée. Puis c'est une dépendance aussi, le dating, les réseaux de rencontres. Puis à un moment donné, elle fait, bon, là, j'ai vraiment touché le fond, là, puis il faut que je me reprenne en main. Et c'est vraiment une dépendance, tu sais, il y a vraiment des symptômes physiques aussi De retrait. de retrait, tout ça. Fait que le sucre relationnel, ben, elle qualifie ça, les hommes qu'elle rencontre, c'est Comme comme substance. une dose. C'est une Une dose, substance. ouais. Ouais. C'est vrai que la dépendance dans vos œuvres prend plusieurs visages. Tu sais, justement, dans ton livre, Élise, l'espèce d'obsession d'épater la mère, c'est une forme de... Tu es dépendant quand même à vouloir impressionner à ce niveau-là. Même chose, tu sais, avec un des personnages, Khalil, je ne veux pas le débaptiser, mais tu sais, il y a une dépendance donc affective 100%. Fait que, dans le fond, c'est vrai qu'on sort un peu des classiques avec vos Moi, j'aime ça que tu mentionnes sa mère de mon personnage central. C'est une femme extrêmement contrôlante, même outre mesure, là, parce que ça n'a pas de bon sens le contrôle qu'elle veut préserver sur son ex-mari, sur sa fille adulte. Ça aussi, pour moi, ça, il y a peu de gens qui le voient dans la lecture de Bébé à sucre, mais pour moi, ça aussi, c'était une dépendance. Diane est dépendante à contrôler tout le monde. Ouais. Fait que j'en ai caché plein dedans. C'est un petit Où est Charlie de dépendance. Il y en a plein parmi les personnages. Il y en a que je ne nomme pas. Mais ouais, ça faisait partie de ce que je voulais faire comme paysage, en fait. Ouais. J'ai une question, je déborde de... Je viens d'avoir une épiphanie en voyant... c'est une question plus sur la démarche littéraire. Vous avez toutes les trois fait un livre qui a scoré fort. Donc, vos dernières œuvres ont très bien marché. C'est-tu stressant? Après ça, vous retournez à la table à dessin. Vous aviez 3 succès en poche. Est-ce que ça vous joue dans la tête? Ça a été difficile? Oui. OK. Ouais. Réponse oui. Moi, Les attentes sont quand même là. Ouais, mais ça, là, c'était tellement différent de Clémentine éparpillée que j'ai eu cette peur-là quand j'ai proposé ça. Et en plus, doublé de la peur du coming out et de toutes sortes d'anxiétés que je me faisais, puis d'insécurité personnelle. Fait qu'il était vraiment crotté, lui, à sortir. Fait que, puis il va bien, puis les gens l'aiment, puis on m'en parle positivement, puis ma vie a continué. Je suis vraiment pas décédée, contrairement à mes prédictions, là. Fait que j'ai comme un peu l'espèce de syndrome, parce que c'est roman 3 et 4, mais je pense que j'avais le syndrome de la deuxième œuvre avec celui-là, parce que mon premier succès, c'est Clémentine. Fait que j'espère pour le prochain que c'est derrière moi, mais tu sais, on ne le sait pas d'une œuvre à l'autre comment ça va se passer. J'essaye, moi, personnellement, de juste faire, quand j'ai cette histoire-là en tête, je m'en vais écrire ça, ma vie s'arrête là, c'est tout, je pense à rien. Mais c'est un exercice difficile, ouais.
Ouais, moi, pendant que j'écris, par contre, c'est vrai, là, j'oublie qu'il va être publié. On dirait que je me dis, On il est est pas juste pour capable de moi. faire ça. Ouais, pour vrai, ouais. Parce que j'ai jamais écrit un livre après avoir signé un contrat déjà. Tu sais, il est comme à moi, puis il est à moi. Puis tout le long que je l'écris, je me dis, oh, mais tu sais, sinon, il restera dans mon ordi, puis j'ai juste vraiment aimé l'écrire. Mais c'est une fois que dans le travail éditorial que là, je réalise qu'il va être lu, il y avait pas pour celui-là, il y avait un souci qui soit un peu polarisant à cause justement des choix des personnages. Il l'a été? Euh, ben, il l'a pas été dans l'appréciation, il l'a été plus dans la perception des choix du personnage, mais pas dans est-ce que c'est une œuvre qui a été aimée ou pas aimée. Non, puis ça, j'ai été vraiment contente du public et Oh, le public. bravo le public. Bravo tu sais, la capacité de nuancer justement ce qu'on voit en fiction, de pas dire qu'on fait une promotion de quelque chose à travers l'œuvre, mais non, je pense que j'aime, ben moi, mon côté addictif, c'est beaucoup ma façon d'écrire qui m'absorbe un peu dans une bulle, pas toujours saine, puis pendant que je le vis, pour vrai, je m'autorise que ce soit juste à moi pour cet espace-là. De mon côté, oui, il y avait un stress parce que aussi, j'ai attendu presque 5 ans avant de sortir un nouveau. Mais de mon côté, il y avait la pression, mais surtout, je voulais aller ailleurs. C'est-à-dire, je voulais pas faire un copier-coller de ce que j'ai fait parce qu'en tant qu'artiste aussi, je veux me surprendre, je veux aller dans des zones qui me font grandir aussi. Puis je pense que La fille de la foudre, c'est ce que ça fait. Puis l'écho que j'en ai en ce moment, c'est vraiment un écho positif des gens qui l'ont lu comme presque d'un trait ou qui ont vraiment été captivés par l'histoire. Je veux pas te vieillir, mais ton deuxième livre nous amène au début de ta vingtaine, jusqu'à la publication de La fille d'elle-même. Est-ce que tu envisages de poursuivre cette réflexion-là? Oui, sûrement, mais je pense que comme j'aime écrire des choses concentrées, peut-être que je vais attendre d'être plus tard un peu. D'avoir mon âge, là, d'être une vieille personne, une personne âgée. Mais oui, mais pour l'instant, je pense que je vais aller vers la poésie, que ça fait longtemps que je suis pas allée. Oui. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te surprend dans la réaction que suscite ton livre que tu n'avais pas vu venir? Ben, on me parle beaucoup du trouble de personnalité limite. Il y a des gens qui ont ce trouble-là qui finalement me disent merci, ça fait du bien de se reconnaître dans des œuvres, mais aussi il y a des gens qui me disent ça fait du bien de comprendre quelqu'un de mon entourage qui a ça aussi. Donc, pour moi, ça, c'est très gratifiant. J'ai le droit de citer juste gratuitement une quote parce que j'ai pris des notes quand même. Là. J'ai fait ça comme un pro. Il n'y a pas vraiment de lien avec rien, mais je veux juste citer un passage de ton livre, Gabriel. Tu dis: comme je les envie, les personnes qui parviennent à être au-dessus de leur trauma, ces gens dotés d'une force puisée on ne sait où, les gens normaux, ce peuple duquel on m'a exclu dès mon arrivée au monde, ces gens qui parviennent à s'émerveiller à la vue de 2 papillons qui se pourchassent sur un rosier. C'est tellement... on sent la poète. Je peux-tu continuer la quote qui dit on préfère nous affubler l'étiquette de fou et de folle pour pas avoir à nous comprendre. Wow. S'autociter, c'est légal. Autre question, est-ce que, selon vous, la dépendance est perçue différemment si elle est écrite par un homme ou par une femme? J'ai l'impression qu'on capote moins là-dessus dans Le Plongeur, où tout le monde boit comme des trous, dans les livres d'Hakim Gagnon, Francis Ouellette. C'est vrai. Est-ce que vous sentez qu'on juge différemment ces œuvres-là? Mais j'ai l'impression que beaucoup les femmes en littérature, on nous donne rapidement l'étiquette de petite fille de bonne famille et on a comme pas vraiment le droit d'avoir des travers, d'avoir un côté comme ça qui est plus cru, plus imparfait. Puis je trouve oui, effectivement, on va le condamner beaucoup plus parce que ça nous éloigne beaucoup plus de nos idées préconçues. Est-ce que je pourrais dire les deux pôles, en fait? Si tu as une madame qui file pas, là, elle est trash là, au coton, là, c'est les extrêmes, en fait, la petite fille sage ou la prostituée, CDN, whatever, Ouais. name it. Je pense que d'apporter de la nuance dans ces comportements-là, d'aller. Puis peut-être que le fait de partir d'expériences personnelles ou de choses qu'on a vues, ça permet plus de nuances parce qu'on n'a pas le choix, si on reste un peu dans la vraie vie, de ne pas tomber dans les clichés, les archétypes. Mais oui, d'apporter des personnages qui vont aller peut-être plus creuser aussi au lieu de justement se cantonner dans le dude qui boit tout le temps ou qui fume des gros battes. Ou, bon, tu sais,
on sait tout de suite à qui on a affaire quand c'est un homme qui fait ça dans une œuvre, mais quand c'est une femme, on fait le voyage avec elle un peu Ouais. plus, peut-être. C'est mon impression, en tout cas. Il y a une plus grande exploration, je pense. Ouais. Puis, si on était dans les clichés, nos livres feraient genre 20 pages, tu sais, juste 9 Ouais, c'est ça. Ouais. on aurait fait le tour. Ouais. Ouais. Mais c'est vrai qu'on dirait que peut-être que même c'est des biais du lectorat. On dirait qu'une femme fait un statement, un gars, c'est anecdotique. Ouais. Peut-être. Mais moi aussi, même dans Fragment d'Olivier, j'ai voulu défaire le cliché aussi de l'homme qui consomme. L'homme croyant. Parce qu'il est vraiment très sensible. Tu sais, il n'y a pas de comportement de voler, mentir, être physiquement abusif, être imprévisible. Tu sais, ces mauvais comportements sont au niveau de sa consommation, mais ils sont pas dans le reste, alors que J'oserais dire qu'il est à son meilleur Ben- quand il consomme. il est à son meilleur. Il arrive dans le mariage à un moment donné. Ouais, c'est puis ça. il est Mais glow in the dark. il est pas justement le cliché du bad boy, du gars trash. Même vu qu'on apprend à le connaître à partir de l'adolescence, il est beaucoup plus tranquille. Il a une personnalité justement sensible, attachante, qui ne colle pas à ce cliché-là du gars trash. Là. Est-ce qu'aborder la dépendance, ça se fait sans tomber dans l'endoctrinement ou une certaine forme de Oui. militantisme? Oui. Moi, c'était ma peur. Personnellement, j'étais encore en train de négocier avec ma nouvelle personne sobre dans ma vie. Donc, écrire quelque chose dont on m'aurait dit, hey, ça va, là, les leçons, c'est devenir l'espèce de gourou ou donner un mode d'emploi, comment devenir sobre, comment. Je voulais pas faire ça. Je voulais partager certaines réflexions qui, moi, ont été des phares pour moi. Je voulais les mettre là-dedans d'une manière ou d'une autre. Mais il y a beaucoup de choses que j'ai laissées de côté dans mon expérience de sobriété parce que, justement, je voulais pas aller là-dedans. Donner un mode d'emploi, donner des leçons de vie, dire si tu fais ça, c'est pas correct. Parce que ce qui aide à se guérir, c'est de sortir de correct, pas correct aussi, là. Tu vis ça, that's it, on accueille ça, on part de là. Je voulais que le livre soit comme ça. Fait que je pense que j'ai bien réussi. Évidemment, c'est dur de se pitcher soi-même des fleurs, mais j'ai pas eu de retour qui me laissait croire que les gens ont été un petit peu... tu sais, ont trouvé le livre abrasif ou ont trouvé le livre moralisateur. Je l'ai vérifié avec mon éditrice. Là, as-tu l'impression que je te donne des leçons de vie? Non, super. C'était une grosse préoccupation pour moi. Fait que je pense que oui, c'est tout à fait possible. C'est un partage, en fait, beaucoup plus que je vais t'enseigner quelque chose, tu sais. Je pense que c'est là aussi qui est le fun, c'est quand on est dans le processus éditorial, ça nous permet aussi d'avoir un objectif, une objectivité. Et moi, mon éditrice Mélanie Vincelette, elle m'a vraiment aidée justement à ne pas tomber dans le cliché parce que parfois, des fois, c'est des raccourcis aussi. Mais c'est ça, elle m'a motivée aussi à aller au fond de mes idées aussi que je voulais aller aborder, qui n'étaient pas toujours faciles. Mais tu sais, pour moi, l'autofiction, c'est de sauter en parachute, puis tu sais jamais si le parachute va s'ouvrir. Fait que c'est vraiment stressant à écrire. Pour moi, c'est stressant, mais après, c'est salvateur. Oui. Et dans celui-là, on dirait que justement, mon intention, c'était que ça n'amène pas le lecteur là où il veut aller. Donc, je pense qu'il n'y a pas de cliché à travers ça. Il n'y a pas de quelque chose qui est moralisateur ni qui est militant, parce que je pense qu'on le sent que la drogue, c'est mal, là. Tu sais, c'est pas moi qui va le dire à travers le livre, là. On le sent sans que ce soit nommé, sans que ça nous amène vers cette conclusion-là. Le lecteur se fait cette idée-là par lui-même, même s'il n'a pas nécessairement eu le dénouement qu'il voulait. Gabriel, je sens qu'il y a une couche de militantisme supplémentaire dans ton œuvre. Tu le disais tantôt que ça ne devrait pas tourner autour de ça, mais il y a quand même beaucoup de combats à mener pour les personnes trans. J'ai lu aussi Fake de Chris Bergeron où je sens que vous avez des choses à dire encore. Est-ce que tu penses que tes jeunes de ton vivant, un jour, tu n'auras même plus besoin, tu vas juste être une autrice? J'aimerais ça. J'aimerais ça parce qu'il y a comme une pression encore, je pense, de parler de ces sujets-là parce qu'il y a pas beaucoup de gens qui le font, mais on est de plus en plus à le faire. Ceci dit, c'est sûr qu'il faut aborder les choses difficiles à parler. Il y a tout le temps une manière de le faire aussi, je pense. Mais c'est ça que j'aime avec Chris Bergeron et moi, c'est qu'on sort souvent en même temps nos trucs. Fait qu'il y a comme un écho. C'est un complot. C'est un complot. Voilà, c'est un agenda. C'est un agenda trans. Et puis, non, c'est ça. Pour moi, c'est important de parler de ces choses-là. Et tant que je ne suis pas la dernière à en parler, puis qu'on continue. Est-ce que la réception, tantôt tu l'as évoqué un peu, Élise, est-ce que la réception de vos livres sur des sujets quand même assez personnels, sensibles, c'est une source de stress
juste avant, là, tu sais, le moment où vous recevez votre boîte, puis là, il est trop tard. There's no turning back. Envers vos proches, envers le lectorat aussi, est-ce que vous vivez de l'angoisse? Un petit peu. Moi, je dirais que c'était, ben, je l'ai dit déjà quelques fois, c'était un coming out. Fait que c'est sûr que tu dis, bon, il y a du monde qui vont réagir, mais ça leur appartient. Mais tu sais, si tu parles, mettons, de la famille proche ou de gens qui n'auraient pas connu l'intimité de ce que j'ai traversé, parce que j'ai pas tout dit à tout le monde, puis il y a des choses très intimes que j'ai offert aux personnages. Oui, il y a une petite angoisse, mais il y a un élément, le fun, pas le fun dans mon expérience avec Bébé à sucre, c'est que la personne que j'avais un peu le plus peur de brusquer, c'est mon père. Et mon père n'a pas lu ce livre. En 10 ans, mon père, il est un petit peu boqué. Et à l'âge qu'il a, il l'a gagné. En me disant, ça sac pas mal. Moi, je suis pas sûre que j'ai du fun. Fait que j'ai lu un chapitre, assez. J'ai dit, parfait, papa, c'est ton choix. Puis à quelque part, j'entendais aussi, il savait là, de quoi ça parlait, il sait ce que j'ai traversé, mais j'entendais aussi, ça me tente pas de connaître ça. Fait que moi, ça m'a fait un peu plaisir que lui se respecte là-dedans. Il n'a pas le goût, il n'a pas le goût. Et de me dire, oui, moi, je peux m'inquiéter quand j'écris quelque chose qui me touche un peu de trop près. C'est sûr que c'est inquiétant. Tu ne veux pas blesser les gens, tu ne vas pas faire exprès. Mais en même temps, je ne veux pas non plus me censurer. Puis j'ai comme compris avec ça que les gens sont capables de se protéger. S'ils veulent pas aller l'entendre, l'histoire, c'est tout à fait leur droit. Fait que ça m'a comme fait du bien. J'ai fait, ben, coudonc, ils peuvent faire leur choix aussi. S'ils choisissent de le lire et ils sont pas contents, mais on jasera. Ton père devrait le lire parce que, tu sais, moi, je trouve que ton livre, particulièrement, est très bienveillant. Il y a un petit côté Amélie Poulain où on est très attaché à tous les personnages du café de Gaston. Fait que, tu sais, il y a quand même un côté franchement sympathique, même si tu te défiles pas dans tes thèmes. Mais on sent pas la morale, tu sais, on sent pas, c'est ça. Tu sais. Mais mon père, il boit de l'alcool. Fait que je pense qu'il veut pas que je casse son party. Mais c'est correct aussi. Puis en même temps, bon, c'est bon, là, on parle de mon père, mon Dieu, on dit pas là, qu'on parle de lui dans son dos, il est pas là. Mais non, c'est ça, c'est vrai que c'est bienveillant. Puis c'était fait dans cet esprit-là. J'avais pitché ça à mon éditeur. Je vais écrire un roman sur la dépendance drôle. Ouais. Puis personne ne me croyait, tu sais. Fait que je suis très fière de ça, de ce produit-là qui est joyeux, qui est lumineux, malgré les petits bouts crunchy. Mais en même temps, je peux pas forcer non plus, tu sais. C'est correct. C'est correct que les gens prennent leurs décisions. Mais oui, effectivement, mon père, c'est pas ce qui manque. OK. Et je pense qu'à mesure qu'on publie aussi, on accepte et on vit très bien avec le fait qu'on ne va pas plaire unanimement. Puis ça, c'est quelque chose qu'on réalise au premier roman. Parce que des fois, il y a comme le côté un peu naïf de dire « Mais voyons, on peut pas aimer ça. » Puis finalement, on réalise que oui. Mais pour celui-là, par contre, ma crainte, c'était pas tant qu'il soit aimé, pas aimé, c'était qu'on ne passe pas outre le thème de l'infidélité. Alors qu'il y a tellement de choses dont je voulais parler dans ce livre-là, qu'on ressent aussi une certaine empathie envers les gens qui sont en couple avec des gens qui ont des problèmes de dépendance et envers ces personnes-là, comme j'ai dit. C'est-tu arrivé? Est-ce que les gens ont eu de la misère à passer outre? Il y en a que oui, parce que justement, c'est un sujet qui est très sensible, que du moment qu'on l'a vécu, puis le personnage là-dedans, le personnage principal, le vit, puis ça, c'était aussi ma volonté là, de ne pas faire qu'elle ressente de la culpabilité constante du fait qu'elle est dans une relation d'infidélité. C'est quand même, c'est vrai que c'est confrontant. Ouais. Et bon, je t'ai pas cité beaucoup, Marianne, fait que j'y vois qu'une phrase, je trouve, qui wrap-up quand même le livre. Tu dis, je m'étais promis de ne plus jamais lutter contre la beauté de nos hasards. Ouais. C'est un peu ça, tu sais, c'est qu'à un moment donné, au début, tu juges un peu parce que il y a une belle vie, tu sais, il y a un conte de fées avec un petit chum stédé, mais Ouais. elle n'est pas capable de s'empêcher de ressombrer vers le beau Olivier. C'est le parallèle aussi avec la consommation de drogue en général. Elle, son addiction, c'est tendance, c'est Olivier. Olivier. Oui, qui fait partie de sa vie depuis que je n'ai plus d'amidale dans la bouche. Ouais. Tu as beaucoup de bonnes quotes. Gabrielle, pour toi, est-ce que ce stress-là de ne pas vouloir heurter des gens? Ben, moi, je pense qu'il y a une certaine nervosité, stress, anticipation qui est saine, dans le sens que je me prends pas pour acquis moi-même, là, tu sais, dans le sens, j'essaie de me dépasser, puis, tu sais, mettons, je fais une soirée littéraire, si je suis pas stressée, on dirait que c'est ça qui va me stresser. Hey, je suis pas stressée. Mon Dieu, c'est bizarre. Fait que Le trac de la comédienne C'est ça. classique, là. c'est ça. Fait que pour moi, le stress permet de se dépasser aussi. Il y a de l'adrénaline qui embarque, mais cette année, ça a été vraiment une année d'introspection et d'apprendre. Moi, je suis une people pleaser. J'aime dire oui à tout le monde, puis pas décevoir. Puis finalement, ben, j'ai appris aussi à faire comme OK, on peut dire non.
ça. C'est tough. Ouais, on Pour vrai, s'écoute. tu y arrives, c'est ma résolution chaque Mais nouvel c'est an. comme un muscle, hein, il faut l'entraîner. J'allais dire la même chose. Ouais. Tu Ouais. travailles tous les jours. On a tous besoin d'attention. C'est un enfant du milieu. Fait que... Ouais, mais tu peux donc avoir de l'attention pareil, hein? Papa ne m'a jamais dit je t'aime. Non, pas. Je pense que j'ai le temps d'une dernière petite question. J'aimerais ça savoir s'il y a d'autres. Je sais que vous avez d'autres projets, mais s'il y a d'autres dépendances qui seraient pour vous un défi pour s'attaquer à un autre thème. Mais mon prochain roman va être pour la première fois une autofiction. Ça a été beaucoup sur le fait que les 3 dernières années de ma vie ont été beaucoup contrôlées par la peur constante de l'ennui. Puis tout ce que j'ai mis en pratique, ça contrôlait vraiment ma vie pour ne pas ressentir ça. Qui a passé par beaucoup de choses, là, mais on s'en reparlera dans une autre entrevue. Un roman une autofiction sur le faux mot. Oui, Ah oui? c'était pas mal ça. Ouais. Oui. Les téléphones, moi, c'est l'addiction incroyable. Je l'ai même avec moi. Là. Oui, C'est comme Il est dans ma fesse. cyberdépendance. Êtes-vous Ouais. capable d'écrire sans Ouais. sans checker? Moi, sans- je le mets dans ma chambre les premiers jours d'une période d'écriture parce que je m'aménage des trous dans mon horaire de travail régulier pour écrire. Puis je le laisse dans ma chambre, c'est une règle, puis la porte est fermée, puis le son est fermé, puis ça vibre pas. Les Ah. premiers jours, je file pas pantoute. T'es vraiment bonne. Non, je suis pas bonne. Hey, tu devrais me voir au centre d'achat, par exemple. Les journées où j'ai pas de téléphone, tu sais, je fly acheter des affaires ou bien j'écoute la télé pour me vider la tête. Ma main fait ça vers Facebook, vers le téléphone pour checker à toutes les 4 secondes. Il y a des soirs intenses comme ça où j'aurais vraiment besoin d'un verre de vin ou 4. Ouais. Puis c'est le téléphone à place. Je vais regarder mes notifications. Il y a encore ce comportement-là reste. Il est remplacé par des choses moins dommageables, mais il demeure. Mais oui, j'écris sans téléphone, puis je capote un peu les premiers jours, mais ça se fait. Je pense qu'on est tous dépendants à divers degrés de plein d'affaires. Là. Ben, je faisais juste penser à le nombre de livres que j'aurais lus si j'avais arrêté mon téléphone. Tellement. Je vais pas lu dans les J'aurais écrit probablement. J'aurais Oui, c'est ça. Bon, non, même chose. Au lieu d'écouter des vieilles séries, Les filles de Calais pour la... 10e fois. Merci, je pense qu'on est pas mal arrivé au bout de... peut-être un peu d'avance, je sais pas. On est-tu comme complètement wild, puis on demande s'il y a des questions dans le public, sinon on le fait pas d'habitude. Si quelqu'un a une question, je peux y aller, je peux m'avancer avec le micro. Ah, ben on a le monsieur qui est là. On va faire comme Claire Lamarche. Pourquoi pas? Vous avez les 3 autrices de l'heure devant vous, donc... et le meilleur animateur du salon, je pense aussi. Avez-vous une question pour Hugo? Oui, je sais. Oui. Non, mais moi, je trouve ça intéressant parce que j'avais fait un documentaire sur l'alcool qui a été retiré malheureusement, mais c'était de voir tout un peu le côté, à quel point, il t'en parle beaucoup dans ton livre, à quel point c'est partout, puis à quel point on va pogner une débarque un jour en réalisant que, tu sais, sur un paquet de cigarettes, il y a des foies nécrosés, mais pourquoi sur une bouteille de vin, il n'y a pas ça, alors que c'est le Parce que même les poison. étiquettes sont vraiment plus belles, puis ça gâcherait tout le visuel. Parce qu'il y a ça, il y a une esthétique, ça aussi, je l'aborde. Moi, c'est ce qui m'a tellement charmé longtemps. C'est vraiment épais quand tu y penses, parce que c'est un produit qui me faisait du tort. J'avais des comportements déplacés, j'avais honte, j'étais malheureuse, je gâchais mes matins pendant des années. Puis j'ai voulu m'en défaire pour plusieurs bonnes raisons, mais je restais extrêmement séduite, moi, par la beauté du cognac dans le soleil, les étiquettes, la SOQ, le petit bonhomme qui vient de conseiller. C'était magnifique. Pour moi, ça, là, c'était un nirvana. C'était beau, c'était classique. C'était comme, il y avait quelque chose de pur là-dedans que je sais pas, je me trouvais super bonne de faire partie de ça. Mais finalement, non, c'est comme juste le maquillage est très, très beau. Les cigarettes, c'est dégueulasse puis ça pue. Oui. Même si on aime fumer, on le sait que c'est dégueulasse puis ça pue. Le vin, c'est encore glamour. Oui, ça, j'allais dire une glamorisation de cette dépendance-là. Et c'est tellement hypocrite parce que le gouvernement commercialise l'alcool, commercialise le pot. Prenez, tu as juste en tête quelqu'un qui prend un verre de vin par jour, on dirait que tu l'imagines quasiment écouter du Chopin dans sa cuisine. Ouais. Mettons, tu dis, je fume un joint par jour, t'es un drogue. Tu sais, parce qu'on on a une perception. Je peux pas présumer pour toi, Marianne, mais tu sais, vous deux, vous baignez quand même en étant sobre dans un monde d'alcool. C'est sûr que c'est pas évident. Mais c'est la façon que j'ai trouvée, c'est de déconstruire ça. Parce que, bon, puis ça, j'ai pas non plus beaucoup abordé puisque c'est une histoire de fiction. Pour moi, je voulais raconter l'histoire de Julie, puis c'est tout. Mais c'est la façon que j'ai trouvé de m'en sortir, c'était ça. C'était en déconstruisant tout ce que ça signifiait pour moi d'important depuis mon enfance, depuis que j'ai été éduquée à ça.
et tout ce que ça avait pris de valeur avec mes souvenirs, avec mes relations, avec comment je pimentais ma vie avec ça. Puis maintenant, peux-tu croire que j'ai réussi à arrêter de manger des chips avec la même méthode? Là, ça va trop loin. Parce que, non, mais une fois par mois, les chips. Parce que sinon, ça aussi, j'abusais, puis c'était plus vivable dans mes pantalons. Mais non, mais c'était la même chose. Je refais le même procédé maintenant quand je veux me débarrasser de quelque chose qui m'achale. C'est sûr que c'est bien moins pire, mais de dire comment ça, donc, je veux manger 3 sacs de chips, c'est ridicule, il n'y a pas de place. Je peux pas faire ça. Je vais souffrir. Pourquoi je vais faire pourquoi c'est si important, les maudits chips à soir? Puis je refais, je prends un petit pas de recul. Puis c'est effrayant. Je dis, personne ne veut vivre avec ça. Là, je dois être insupportable aux yeux de quiconque me regarde d'en haut. Mais sauf que pour gérer mes chips, j'ai pris la même méthode que pour gérer mon vin. Je dis, ça a marché pour le vin, ça peut pas marcher. Ça marche pas. Je mange quand même des chips, beaucoup moins. Fait que, tu sais, il faut déconstruire ce qui est si solide autour de nous qu'on pense que ça nous définit. Ouais. Tu sais, je pense que c'est de même que ça marche. Ouais. Monsieur? Oui. Oui, oui. Moi, j'ai arrêté de fumer il y a 35 ans parce que j'étais dépendant de ça aussi. Puis comment j'ai arrêté? À un moment donné, j'allais au restaurant au coin de Saint-Denis puis Mont-Royal, le fameux. Il y avait des napperons sur la table. Je te disais, qu'est-ce qui allait arriver quand tu arrêterais de fumer? C'est-à-dire que tu commenceras à sentir, tu commenceras à goûter. Les bienfaits de... Voilà. Oui. Plutôt que de dire aux gens, fais pas ça. Au Québec, ça ne marche pas. Quand Michel Barrette, il dit, les panneaux de vitesse sur l'autoroute, c'est une suggestion. Oui, oui, oui. OK? C'est un fait. Mais en même temps, je pense qu'il y a moins de fumeurs, heureusement, chez les plus jeunes. Oui, mais je peux-tu ramener ce que tu disais, Hugo? C'est que maintenant, je pense que la rébellion, c'est justement de ne pas consommer. Oui, Parce que c'est ça qui est marginal. The Wild. Oui, c'est ça. Fait que les Wild, là, c'est Gabriel puis moi. Là. Les jeunes boivent de moins en moins aussi. Fait que... Mais ils font de la drogue, c'est pas mieux. Bon, c'est un autre enfant. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci.